Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Tout de suite, voici les titres. La manifestation du 1er mai marquée par les débordements à Paris. 1200 personnes cagoulées ont brisé des vitrines, incendié des véhicules et affronté les forces de l'ordre. Manque de fermeté de l'État pour la droite, dévoiement du message syndical pour la gauche. Ce sera l'objet d'un débat dans cette édition. Matignon, délocalisé pendant 3 jours dans le département du Cher. Édouard Philippe, son cabinet et plusieurs ministres déménagent pour aller au contact des territoires. Mais pour quel objectif? On en parle dans ce journal. Les maires de France montent au front pour défendre la place des communes. Et pour cela, ils veulent faire inscrire dans la Constitution un certain nombre de leurs prérogatives. Pour en parler, nous accueillerons Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France. Et tout au long de cette émission, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Roget qui est en salle des conférences et Quentin Calmet dans le Cher pour couvrir la délocalisation de Matignon. Le multiplex, c'est tout de suite. Le traditionnel défilé du 1er mai a été émaillé de débordements à Paris. Vitrines brisées, voitures incendiées, des violences attribuées à un groupe de 1200 personnes cagoulées. Gérard Collomb promet la fermeté des événements qui font réagir dans la classe politique. Cécile Sixou. Des voitures en feu, des magasins saccagés. La manifestation du 1er mai a été éclipsée par les violences de 1200 Black Blocs. Frustrés, les syndicats dénoncent des défaillances de l'intervention policière. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser des gens qui sont quand même habillés différemment de manifestants. Vous savez, moi, j'ai jamais été avec un casque sur la tête manifester. J'ai jamais été manifester avec un marteau dans mon sac à dos. Je ne comprends pas que depuis 2 ans, ça se passe toujours comme ça. Pour le préfet de Paris, il était impossible d'intervenir tant que le cortège était uni. Impossible aussi de protéger les commerces ciblés. Il n'est pas question de mettre devant chaque cible un groupe de fonctionnaires de police. Mais ça serait le pire. C'est la double peine. Ils seraient agressés, ils seraient violentés, ils seraient peut-être blessés gravement, voire pire. Et en même temps, on aurait derrière la cible qui est atteinte. Une présence policière que Gérard Collomb promet d'augmenter lors des prochaines manifestations. Selon le ministre de l'Intérieur, ces débordements sont le résultat de propos violents, notamment de la part de la France insoumise. Lorsque vous avez une partie de la classe politique sur les marches qui appellent à faire la fête à Macron, certaines le prennent effectivement au pied de la lettre et disent ben voilà, on va aller effectivement dans une volonté de casser un certain nombre d'agents des forces de sécurité. Réponse de Jean-Luc Mélenchon. Non mais on rigole, non? Vous plaisantez? Vous croyez qu'une seule de mes sorties un peu claquantes a conduit un jeune à se dire ah bah tiens, ce matin je me lève, je vais aller casser un McDo? Enfin, soyons sérieux. Jean-Luc Mélenchon condamne fermement ces actes de vandalisme, une position partagée par l'ensemble de la classe politique, à l'exception de Philippe Poutou, pour qui le gouvernement récolte la violence qu'il a semée. Et on rejoint Saveria Roget en salle des conférences pour une réaction à ces débordements. Saveria, vous êtes avec Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris. Absolument. Bonjour Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Toute l'opposition, droite comme gauche, dénonce au minimum le manque d'anticipation de Gérard Collomb du gouvernement. Olivier Faure, le tout nouveau patron du Parti socialiste, demande la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous soutenez cette demande de mise en place de commission d'enquête? Absolument. Et comme Olivier Faure, je condamne totalement ces actes violents, qui d'ailleurs sont assez répétitifs et qui ont en général comme conséquence de délégitimer les mouvements sociaux, les manifestations qui ont des buts, des revendications, qui passent à l'as parce qu'on ne parle que des violences qui ont été engendrées par ces gens. Donc il faut les condamner et ensuite s'interroger, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des événements, mais là on a quand même 1200 personnes pour 1500 CRS. Donc ça, on se dit qu'il y a quand même une disproportion des moyens de la police mis à disposition au moment de cette
manifestations et par ailleurs une vraie stratégie Vous parlez policière. de disproportion de la police, c'est-à-dire qu'il y avait trop de policiers, Non, parce que ce non, qu'on c'est entend l'inverse. justement, voilà. C'est l'inverse. Quand vous avez 1200 bad blocs, gens violents, et 1500 policiers, c'est quand même qu'il n'y a pas assez de policiers. Donc pour parler très clairement, Gérard Collomb, le gouvernement, ils ont failli hier dans le maintien de l'ordre. Bah, écoutez, oui, les faits sont là. Et alors on peut toujours dire c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais enfin si l'État n'est pas capable d'avoir des stratégies devant ces bandes, là ça devient gravissime. Hein. Donc je pense qu'il y a des stratégies policières à mettre en œuvre qui sont évidemment pas simples, mais qui quand même on a des stratégies de bloquer les gens en amont, de contrôle, de filtrage. Enfin, il y a un travail policier à faire et d'abord mettre les moyens pour que, quand il y a l'observation de la violence, on réagisse tout de suite. Philippe Poutou considère, il est le seul, hein, c'est une voix dissonante, hein, que cette violence est quelque part légitime. Pour lui, elle est le fruit de la politique du gouvernement. Non, Comment moi, jugez-vous ce genre de violence est totalement nihiliste. Et la violence, dans ces conditions-là, n'apporte strictement rien. Oui, il y a une violence sociale larvée. Oui, il y a des gens qui subissent cette violence. Mais c'est pas avec ces gestes absurdes qu'on va justement empêcher que le monde du travail subisse les agressions qu'il subit aujourd'hui. C'est une action de mobilisation sociale le plus large possible et unitaire, qui est de nature à être efficace. Et pas des groupuscules qui viennent tout casser. Justement, prochaine mobilisation le 5 mai à l'appel de François Ruffin, la fête à Macron. Est-ce que vous allez vous y rendre? Est-ce que vous allez vous joindre à cette mobilisation? Bon, chaque fois qu'il y a une initiative qui vise à s'attaquer au gouvernement et qui vient de la gauche, j'y suis favorable. Mais néanmoins, je commence à être un peu inquiète de ce foisonnement d'initiatives mal coordonnées, rarement totalement unitaires, lancées de façon un peu unilatérale, qui donne une impression un peu de manque de stratégie d'ensemble, de convergence des forces sociales. On est bien loin de la convergence des luttes. Oui, sans même convergence des luttes, il y a besoin que la gauche exprime une alternative, une détermination au combat, une unité dans ce combat et la recherche d'une alternative à cette situation. Et pour sympathique que soit l'initiative du 5 mai, elle ne me paraît pas concourir à cet objectif de façon suffisamment précise et concertée. Très bien, merci beaucoup. Merci Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu aux questions. Merci. Merci Saveria. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a promis un davantage de forces de l'ordre lors des prochaines journées de mobilisation, car l'agenda des manifestations en ce mois de mai est chargé. SNCF, Air France et Fête à Macron, organisées ce week-end, à l'appel notamment de la France Insoumise, tour d'horizon de cet agenda social signé Maude Guillot. Même si les violences ont un peu gâché la journée, le traditionnel défilé de la fête du travail a ouvert le bal des manifestations pour le mois de mai. Du côté de la SNCF, l'intersyndicale appelle à un rassemblement demain dans toute la France pour mettre la pression sur le gouvernement. Parallèlement, les cheminots continuent leur grève perlée entamée il y a un mois. Les perturbations recommencent ce soir jusqu'à samedi matin. Il sera aussi difficile de se déplacer en avion ces prochains jours. Air France prévoit un mouvement de grève les 4, 5, 7 et 8 mai. Dans un autre esprit, un collectif appelle aussi à faire la fête à Macron, un rassemblement parisien notamment à l'initiative du député France Insoumise François Ruffin. Une manifestation dite pot-au-feu pour faire converger les luttes, même si les syndicats ne répondent pas tous présents. Macron, c'est le symbole d'un monde dont on ne veut pas et qu'on voit s'installer de jour en jour à une vitesse affolante. C'est les cheminots, c'est les EHPAD, mais c'est aussi les cadeaux aux riches, le secret des affaires qui est hyper problématique aussi. Et c'est faire l'image du pot-au-feu, c'est toutes ces revendications dans la même marmite et d'essayer d'en faire une bonne soupe. Et le planning des manifestations ne s'arrête pas là. Le 22 mai prochain, ce sera au tour des fonctionnaires de cesser le travail à l'appel de tous les syndicats. Enfin, les salariés du secteur de l'énergie bénéficient toujours d'un préavis de grève de 3 mois déposé par la CGT. Et on retourne en salle des conférences puisque Saveria Rojek, vous êtes aux côtés de Guillaume Chevrollier, sénateur Les Républicains de la Mayenne. Absolument. Bonjour Guillaume Chevrollier. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Le gouvernement, le ministère de l'Intérieur annonce que le dispositif de sécurité sera bien évidemment renforcé pour la prochaine manifestation du 5 mai, après bien sûr les débordements d'hier. Est-ce que vous êtes satisfait ? Je suis satisfait que dans notre pays, il y ait le respect du droit de manifester, mais surtout le respect de l'état de droit. Et ce qui s'est passé le 1er mai est inacceptable. Ces débordements, on sait que
le gouvernement disposait d'informations et je pense un manque d'anticipation et qui a causé des dégâts et ça porte atteinte à la démocratie parce que l'état de droit a été une nouvelle fois bafoué. À qui incombe la responsabilité des événements d'hier? Est-ce que c'est le gouvernement qui a été trop passif? Laurent Wauquiez parle d'une faillite d'État. Je pense que dans notre pays, il y a un problème d'autorité. Il y a des citoyens qui respectent les lois de la République et il y en a d'autres qui ne les respectent pas et il y a une certaine faiblesse du pouvoir, il y a une crise de l'autorité, il y a des moyens aussi donnés à la justice pour que les décisions de justice soient respectées. Et donc petit à petit, il y a ces exactions qui se développent. On a dans ma région la zone de non-droit, la fameuse zone de non-droit sur Notre-Dame-des-Landes. Là, ce 1er mai 2018 avec ces débordements, je pense qu'il faut que l'État républicain soit fort, fasse respecter la loi. Et quand on a des informations, il faut les exploiter et faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Mais quand le ministère de l'Intérieur dit qu'il n'y a pas eu d'intervention des forces de police pour qu'il n'y ait pas de blessés graves, ça, vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez que la police aurait dû intervenir? À côté de l'ordre public, enfin des questions de l'état de droit, il y a une question de l'équilibre pour effectivement faire en sorte de respecter l'ordre public. Donc là, moi, je salue le sang-froid de nos policiers, de nos gendarmes, de tous ceux qui sont mobilisés pour assurer la sécurité des Français. C'est à eux d'apprécier, mais c'est ensuite au pouvoir politique de prendre les bonnes décisions. Et au vu de ce qui s'est passé le 1er mai, je pense qu'il y a eu un problème de prise de décision et en tout cas d'analyse, de diagnostic sur la situation pour prendre les bonnes décisions. Gauche comme droite demande à auditionner Gérard Collomb pour justement faire la lumière sur ces événements. Est-ce que vous réclamez également une commission d'enquête parlementaire? C'est ce qu'on entend. Moi, je pense que le Parlement, Assemblée nationale, Sénat, dans notre mission de contrôle, on a les questions au gouvernement. Ce sera l'occasion d'interroger le gouvernement, de là engager pour une journée, pour ces fêtes d'une journée, une commission d'enquête. Je ne suis pas sûr que ça règle la question. Je pense qu'il faut au contraire que on interroge par les questions et pas forcément une commission d'enquête. Mais une audition du ministre de l'Intérieur, est-ce que Gérard Collomb doit répondre sur ce qu'il s'est passé hier, sur la façon dont ont été gérés les événements d'hier? Bien sûr, il faut qu'il fasse... il partage les informations auprès de la représentation nationale pour éviter que ce type de fait se répète, qui porte atteinte à l'autorité de l'État dans notre pays. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci Saveria. Je vous le disais en titre, Matignon s'installe pendant 3 jours dans le département du Cher. Édouard Philippe, accompagné de plusieurs ministres, s'installe dans ce département du centre de la France et le Premier ministre justifie cette approche au micro de Quentin Calmet et Alexandre Planas. On l'écoute. Je suis arrivé ce matin dans le Cher pour une visite de 3 jours dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler Matignon décentralisé, c'est-à-dire que je suis venu avec un certain nombre de conseillers de mon cabinet pour que nous puissions rencontrer au maximum des agriculteurs, des acteurs du monde médical, des fonctionnaires, des acteurs du monde culturel, des chefs d'entreprise, pour évoquer la réalité de ce que vivent les habitants de ce département, les problématiques qu'ils rencontrent, les défis qu'ils doivent relever, l'application sur le terrain des politiques publiques que nous voulons mettre en œuvre ou transformer. L'idée, c'est pas du tout de compenser quoi que ce soit. L'idée, c'est d'aller expliquer, rencontrer, discuter. Vous savez, vous pouvez avoir tous les capteurs que vous indiquez, vous pouvez avoir tous les relais que vous indiquez. Il n'y a rien qui ne remplace le contact direct et l'explication tranquille, parfois vive. En l'occurrence, ce matin, c'était très bienveillant et très tranquille, mais c'était aussi très sérieux et très utile. Et nous retrouvons maintenant sur place Quentin Calmet. Quentin, vous suivez pour nous le déplacement du Premier ministre. Actuellement, vous êtes à Sancoins, dans le sud-est du département. Quel est le programme de ces 3 jours, Quentin ? Eh bien Jérôme, l'idée c'est de balayer en 3 jours toute une série de sujets concernants pour les territoires. Avec ce matin par exemple les sujets autour de l'agriculture, ce midi le tourisme et la culture, et cet après-midi, comme vous pouvez le voir derrière moi, le Premier ministre était dans une maison de santé. La santé en milieu rural, on le sait, c'est un sujet très concernant. À chaque fois le Premier ministre s'est montré peu disert, préférant laisser ses interlocuteurs s'exprimer, et lui, eh bien, c'est comme cela qu'il compte pendant 3 jours continuer
ce travail dans le Cher. Ça, c'est pour la visite côté officiel. Il y a aussi toute la face cachée de ce déplacement dans le Cher, avec une trentaine de conseillers de Matignon qui effectuent en parallèle des visites d'Édouard Philippe, des auditions, des rencontres sur, là encore, toute une autre série de sujets. Par exemple, dans quelques minutes, eh bien, à la préfecture de Bourges, c'est une série d'auditions sur les 90 km/h qui deviendront bientôt 80 km/h qui est organisée. Une rencontre, bien sûr, qui se joue à huis clos, Jérôme. Merci beaucoup, Quentin. Et cette délocalisation des services du Premier ministre n'est pas une première, une volonté d'aller sur le terrain sur plusieurs jours qui a déjà été faite lors des quinquennats précédents. Mais pour quel objectif? Les explications de Fabien Recker. C'était en décembre dernier, Édouard Philippe et son cabinet déménageaient à Cahors, dans le Lot. Dans un contexte tendu entre l'État et les collectivités locales, quoi qu'en dise alors le Premier ministre. Je ne crois pas du tout que, contrairement à la présentation peut-être un peu partiale qu'en font certains, il y a un problème de confiance. Il y a des sujets qui sont des sujets difficiles à discuter entre l'État et les collectivités territoriales. Des sujets difficiles comme la taxe d'habitation, le cumul des mandats ou les finances locales. Autant de dossiers sensibles qui incitent donc le Premier ministre à sortir de Paris pour tenter de calmer le mécontentement des élus locaux. À Cahors, Édouard Philippe avait certes fait des annonces concrètes pour réduire la fracture numérique, mais l'intérêt de ces déplacements au long cours reste avant tout symbolique. Bien évidemment, il n'échappe à personne la dimension très fortement de communication ou de coup de com' autour d'une initiative de ce type, parce que ce n'est pas en allant passer 1 ou 2 jours, voire 3 maximum, dans un département de province on va fondamentalement changer les choses. Mais la politique, c'est aussi de la communication. Et donc, aller dans le Cher, après être allé dans le Lot, c'est une occasion de montrer que ce gouvernement est soucieux et à l'écoute de ces territoires. La recette n'est en tout cas pas nouvelle. En 2015, le gouvernement Valls avait tenu un conseil des ministres à Marseille. En 2007, c'est à Strasbourg que s'était réuni le gouvernement Fillon. La même année, Christine Boutin, alors en charge du logement, avait délocalisé son ministère à Lyon pendant 10 jours, avant d'essuyer des critiques quant au coût de l'opération. Et on retourne dans le Cher puisque Quentin Calmet, qui couvre pour nous ce déplacement, a pu interviewer François Pillet, sénateur apparenté Les Républicains de ce département du Cher. Bonjour François Pillet, merci de répondre à nos questions. Vous suivez depuis ce matin la visite du Premier ministre ici dans le Cher. Qu'est-ce que vous retenez déjà de cette demi-journée qui a eu lieu depuis ce matin? Alors, premier point, quand un Premier ministre, quel qu'il soit, se déplace pendant presque 3 jours dans un département, ça peut être que positif. Et ce que je retiens ce matin, c'est une visite qui s'éloigne de tout réflexe technocratique. C'est-à-dire qu'on écoute les gens qui veulent bien approcher, qui approchent, qui discutent, qui disent ce qu'ils ont envie de leur dire avec un peu de vigueur, doucement, calmement, mais qui disent. Et le Premier ministre écoute, ce qui permet, encore une fois, d'écouter un territoire, de prendre le pouls. Sur ce point, c'est parfaitement positif. Alors, quelles sont les attentes? Qu'est-ce qu'on peut attendre de 3 jours comme ça d'une délocalisation au-delà de l'aspect de communication? Qu'est-ce qu'on peut attendre de concret? Alors, l'aspect communication, il y en a toujours un. Mais moi, je pense, si vous voulez, que ça fait mesurer à ceux qui nous gouvernent ce qu'est réellement le sentiment d'un territoire. C'est-à-dire aussi bien ce qui va bien. C'est-à-dire les pépites, ça montre que dans notre département, il y a des choses qui font très bien, qu'il y a des jeunes qui font des choses remarquables, en particulier dans le domaine de l'agriculture qu'on a vu ce matin, mais qu'il y a aussi des angoisses, il y a aussi des craintes, des interrogations. Et on attend d'un gouvernant qu'il les entende, qu'il les mûrisse et qu'il y réponde. Et alors, dans les échanges qui ont lieu depuis ce matin, qu'est-ce que vous retenez? Vous l'avez dit, des échanges beaucoup autour du monde rural, de la paysannerie. Quels étaient les échanges qui ont pu avoir lieu depuis ce matin? Les échanges portent sur une grande crainte, si vous voulez. Ne nous oubliez pas. Ne nous oubliez pas, nous agriculteurs, face à la PAC, face aux problèmes des cours, face à toutes les difficultés que nous rencontrons dans nos territoires. Ne nous oubliez pas face à la désertification médicale. C'est pour ça qu'on vient voir une réalisation à 100 points qui est assez remarquable. Et c'est ça, ne nous oubliez pas. On est loin de Paris, même si on est à 2h30, mais on vit. On a des types bien, on a des jeunes bien. On réclame pas outre mesure, on ne casse rien. On ne casse pas, nous, quand on s'exprime. Et de ce fait, écoutez-nous.
Eh bien, merci beaucoup François Pillet, sénateur rattaché à LR, pour cette réaction au micro de Public Sénat. Merci beaucoup. La délocalisation de Matignon dans le département du Cher, c'est l'objet de notre premier débat de Sénat 360. Et j'accueille sur le plateau mes invités. Mathieu Darnaud, bonjour, sénateur Les Républicains de l'Ardèche, bienvenue sur le plateau. Face à vous, Didier Rambaud, sénateur La République En Marche de l'Isère, bonjour. Jean-Luc Fichet, sénateur socialiste du Finistère, bienvenue bonjour. Sur le plateau. Et enfin, j'accueille Jean-Baptiste Forêt, rédacteur en chef délégué de la Gazette des communes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors déjà, on va parler de la démarche. S'installer dans un département 3 jours, est-ce que c'est utile ou c'est juste un coup de communication, Mathieu Darnaud? Oui, c'est utile. C'est même nécessaire de prendre le pouls de nos territoires, de venir à la rencontre de celles et ceux qui vivent sur ces territoires. Mais plus que cela, je crois qu'aujourd'hui, l'ardente obligation du gouvernement, c'est d'entendre nos concitoyens et les élus qui vivent sur ces territoires. Donc, sur la démarche, oui, elle me semble positive. Maintenant, c'est le fond que nous attendons. Didier Rambaud, avant que vous vous installiez sur le plateau, on a vu, c'est pas une démarche nouvelle, c'est pas Nouveau Monde. Les précédents quinquennats, il y avait déjà eu ces initiatives, aller finalement prendre le pouls des territoires. Je ne m'en souviens pas, mais en tout cas, depuis le début de ce quinquennat, c'est au moins la 2e fois. Il y a eu une conférence nationale des territoires délocalisée à Cahors. Le président de la République l'a fait à 2 reprises, dans l'Orne et puis aussi dans les Vosges. Effectivement, comme l'a dit mon collègue, ce sont des moments de rencontre, d'écoute, d'échange, de propositions et puis aussi d'évaluation de ce qui aurait pu être annoncé il y a quelques mois. Regardez aujourd'hui où est-ce qu'on en est, effectivement, pour faire avancer, écouter nos territoires. Jean-Luc Fichet, on a entendu François Pillet qui disait que ça permet aussi aux élus locaux de transmettre directement les messages aux autorités, au Premier ministre en l'occurrence. Bien sûr, vous posez la question, est-ce que c'est une nécessité? Je pense que oui. Est-ce que c'est de la communication? Je pense que c'en est beaucoup. Et je pense malgré tout que c'est effectivement très important. Je crois, ce que disait François Pillet tout à l'heure est aussi très, très juste. Ce que l'on attend, nous, c'est de la considération pour les élus locaux. Qu'on les entende, parce que les élus locaux sont les mieux placés pour pouvoir parler de leur territoire et dire ce qui manque. Et c'est vrai que si on va simplement sur la question du transport, qui est beaucoup d'actualité aujourd'hui, et on sait très bien que nos territoires éloignés, le Cher est un département qui est surtout concerné par la question du transport, aussi pour son développement, ce sont des choses qui sont à prendre en compte et sur lesquelles il est absolument nécessaire d'avoir des politiques offensives. Jean-Baptiste Forêt, c'est la 2e fois du quinquennat. Est-ce que c'est un coup de communication quand même, dire finalement au territoire, on vous écoute, on vous entend? Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a quand même besoin de faire un peu de pédagogie. Les relations aujourd'hui sont quand même pas très très bonnes entre le pouvoir et les élus locaux. Le pouvoir apparaît quand même un peu comme le gouvernement des métropoles. On parle beaucoup du président des métropoles. On sait qu'avec la mondialisation, il y a une forte métropolisation, une concentration des richesses, de l'économie, de la connaissance dans les grands centres urbains. C'est là où Emmanuel Macron a réalisé ses meilleurs scores à la présidentielle. Il a du mal à se défaire de cette étiquette qui lui colle comme le sparadrap du capitaine Haddock. Mathieu Darnaud, vous, justement, c'est l'angle un peu d'attaque des Républicains, dire finalement Emmanuel Macron, c'est le président des villes, il ne s'intéresse pas aux campagnes, toutes les mesures pénalisent les territoires ruraux. Est-ce que là, finalement, il vous tord le bras, Édouard Philippe, en montrant que finalement il est au chevet de ces territoires? Écoutez, Jean-Luc Fichet l'a dit, ici c'est un coup de com', exclusivement un coup de com', et malheureusement, on a dit il y a eu 2 déplacements. Quand on voit ce qu'a donné le premier, on peut être inquiet s'agissant de la capacité d'écoute du gouvernement. Alors oui, c'est un exercice qui est nécessaire. Maintenant, il faut qu'au-delà de la visite, les élus et les acteurs locaux des territoires soient entendus. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je le dis vraiment de façon à la fois grave, parce que ce sont ces territoires qui ont besoin à la fois de considération, d'écoute et d'action. Quand je vois les mesures sur les transports, ça vient d'être évoqué, s'agissant de la mesure des 80 km/h, quand je vois la problématique de la fiscalité, quand je vois le désintérêt des mesures qui sont prises et des initiatives parlementaires, il y a encore
encore quelques semaines, nous avons débattu ici de la question de l'eau et de l'assainissement, qui est très anxiogène pour les élus de nos territoires, parce que derrière, ce qui est tout de suite impacté, c'est l'avenir, le prix de l'eau pour les concitoyens qui vivent dans ces territoires. Et que le gouvernement, après s'être essayé à un effort de concertation, à balayer finalement nos propositions au Parlement d'un revers de manche. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce que nous appelons de nos voeux, et c'est pas simplement les Républicains ou des différentes tendances, c'est unanimement, je crois que les élus locaux dans les territoires ont besoin d'être entendus et ont besoin que leurs aspirations soient relayées dans les faits par le gouvernement. Didier Rambaud, vous entendez cette attaque, finalement le gouvernement n'écoute pas le Sénat, qui est la chambre des territoires, et il va sur place écouter, finalement, se faire sa propre opinion sans reprendre les initiatives sénatoriales. On va essayer de sortir peut-être des caricatures un peu stériles. Bon, quand Jacques Mézard s'exprime, ministre de la Cohésion des Territoires, on dit que c'est un rural et que donc il n'écoute pas bien les quartiers défavorisés. Bon, je pense que dire que Macron, président des métropoles, d'abord... quand on regarde une métropole, c'est pas si simple que ça. Hein. Je trouve qu'il faut sortir un peu de ces dichotomies métropole, les riches, le rural, les pauvres. Je suis dans un département où la métropole grenobloise, elle est très diversifiée. Hein. Vous avez, y compris à Grenoble, vous avez autour de Grenoble des communes isolées, des communes de montagne, et puis vous avez aussi dans les secteurs ruraux où il y a une certaine qualité de vie. Quand j'ai entendu dire par Mathieu Darnaud qu'il n'y a pas eu de suite après la première conférence des territoires décentralisés à Cahors, il y a eu un accord historique avec les opérateurs de téléphonie, qui a permis, et oui, avec des objectifs concrets de résoudre toutes les zones blanches d'ici 2020, l'arrivée de la 4G, bon voilà une mesure concrète qui a été annoncée, et effectivement, maintenant ces futurs Conseil des ministres décentralisés, c'est l'objectif, c'est d'évaluer, savoir effectivement est-ce que ça suit ou pas. Là, effectivement, c'est notre rôle de parlementaire. Et quant au Sénat, la Chambre des territoires, je soutiens. On doit se faire entendre, y compris moi, membre de la majorité présidentielle. Je n'hésiterai pas à le dire si effectivement il faut alerter sur tel ou tel point. Jean-Luc Fichet, sur ce gouvernement qui écouterait peut-être pas assez, justement, les représentants des collectivités que sont les sénateurs? Absolument. D'ailleurs, on le voit sur un certain nombre de sujets. Alors, le dernier étant les 80 km/h, où il y a un rapport du Sénat que j'ai contribué à écrire. On attend de rencontrer le Premier ministre pour lui en parler, mais pour l'instant, on a l'impression que c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Bon, j'espère qu'on sera entendu. Et le département du Cher, 98% des routes sont bidirectionnelles. Vous imaginez un petit peu que la conséquence que les 80 km/h, tels qu'ils sont posés aujourd'hui, peuvent avoir comme conséquence. Ce que je voudrais dire, sur les quartiers défavorisés, c'est bien d'en parler parce que la problématique du monde rural rejoint quelque part la problématique des quartiers défavorisés. C'est des territoires délaissés de la même manière. Ils ne sont pas sujets d'intérêt par notre président aujourd'hui, qui les connaît bien mal, et par l'ensemble du gouvernement, avec les conséquences que l'on constate. Moi, je pense aujourd'hui que si on ne travaille pas à amener de la matière grise, quand je dis matière grise, ça veut dire des intellectuels, des ingénieurs, des développeurs, des innoveurs, des gens qui mènent des vraies politiques culturelles, qui viendront confirmer aux élus locaux que toutes les initiatives qu'ils ont prises jusqu'à aujourd'hui sont bonnes et que ça permet d'avoir de l'attractivité du territoire. Si on ne fait pas cela, à mon avis, on est condamné à moyen terme. Il nous faut des gens qui viennent nous aider à avoir du plaisir à vivre chez nous et à prendre des initiatives en matière économique, mais aussi culturelle, sociale, environnementale, etc. Et ça nous fait gravement défaut. Et c'est très clairement illustré par la problématique des déserts médicaux, par exemple. Aujourd'hui, l'absence de médecins dans nos territoires et de spécialistes, moi j'appartiens à un secteur, Morlaix, où un secteur de cardiologie va fermer dans un hôpital important, et on voit bien toutes les conséquences qu'il y a. On a vu qu'Édouard Philippe visitait justement une maison médicale dans le département du Cher. Alors Jean-Baptiste Fauré, le Premier ministre, il est aussi confronté à ces polémiques. On a commencé à évoquer les 80 km/h dans les territoires ruraux. C'est la mesure la moins populaire qu'a pris le gouvernement. Oui, ça grince beaucoup dans les territoires ruraux. C'est une mesure qui porte précisément la marque d'Édouard Philippe. D'après ce qu'on sait, c'est Édouard Philippe, son cabinet, qui ont imposé cette mesure-là. Là, on n'est pas dans le... Ils l'ont imposé même à Emmanuel Macron. Oui, on n'est pas du tout dans la présidence jupitérienne pour le coup. Donc c'est l'un de ses marqueurs. Il semble quand même pas décidé à lâcher prise sur ce sujet-là à l'occasion de ses déplacements. On a vu les sénateurs faire un certain nombre de propositions. Juste avant, on avait eu les présidents
présidents de département qui étaient montés au créneau. Et il semble que sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, le Premier ministre et Emmanuel Macron restent droit dans leurs bottes. Pardon. Alors, un des autres sujets, il y a ces 80 km/h. Là où les élus locaux, ils ont besoin d'être assurés, c'est vraiment sur les finances des collectivités. Mathieu Darnaud, là, c'est là où, finalement, les départements, ils auront besoin d'un peu de visibilité pour lancer des maisons de santé. Ça ne se fait pas en un an, etc. C'est ça, finalement, que vous demandez ? Oui, et aujourd'hui, force est de constater qu'on ne l'a pas, cette visibilité. Alors, on attend les conclusions du rapport Richard Burr et surtout savoir ce que va en faire le gouvernement. Moi, j'observe que s'agissant des communes, notamment aujourd'hui, on a des pistes, notamment par rapport à la possibilité d'avoir le produit de la taxe foncière, mais tout ça, ça s'écrit en pointillé. Et aujourd'hui, on est un peu plus qu'à mi-mandat et nombreux sont les élus locaux qui sont dans une posture très anxiogène parce qu'ils ne voient pas comment s'écrit l'avenir au niveau des finances locales. Et tous les sujets qu'on aborde, je dis bien tous les sujets qu'on aborde, à commencer par celui de la désertification médicale. Vous savez, moi je viens d'un département, 330 000 habitants, l'Ardèche, vous parliez des 80 km/h, on n'a pas 1 km d'autoroute, pas 1 km de rail pour du transport ferré de voyageurs, on n'a même pas de 2 fois 2 voies. Donc la mobilité, on connaît bien, la désertification médicale, on connaît bien aussi. Le pendant de tout ça, c'est que si on n'a pas une visibilité claire au niveau budgétaire, au niveau financier pour les élus, aucun problème ne peut trouver d'issue ou de solution. Et moi, je suis vraiment désolé de voir que s'agissant de cette problématique de la fiscalité, aujourd'hui, on n'a pas de vision claire. Quand le président de la République dit et affirme il n'y aura pas d'impôt supplémentaire, alors qu'on voit que l'une des pistes dans le rapport Richard Burr, c'est un impôt citoyen, qu'on ne sait pas comment on va trouver les 9 milliards pour compenser le manque de la suppression de la taxe d'habitation. Oui, on est dans le flou et les élus, je le dis, au-delà d'une visite gouvernementale de 3 jours, ont besoin d'être rassurés sur ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. Didier Rambaud, est-ce que vous entendez la même inquiétude des élus locaux dans votre département, l'Isère ? Oui, tout élu local souhaite avoir de la visibilité sur les prochaines années. Je voudrais quand même fermer la parenthèse des 80 km/h, parce que, soyons un peu sérieux, est-ce que le devenir, le développement local de nos territoires passe par cette histoire des 80 km/h ? Non, je crois que ça c'est une affaire de quelques élus. Très franchement, moi, sur mon territoire, j'ai pas senti une levée de bouclier, des élus vent debout face à cette mesure. Et puis je crois qu'il faut relativiser. On est d'abord, avant tout, sur un sujet de sécurité routière. Je crois qu'il faut en venir. Revenons à l'essentiel. Et sur la fiscalité ? Sur la fiscalité, écoutez, d'abord, il y a eu un engagement qu'il fallait respecter, qui était la suppression de la taxe d'habitation, qui avait un double objectif. D'abord, cette taxe. On ne sait toujours pas par quoi elle est remplacée. Oh, il y a des pistes. Je crois qu'il y a... que c'est pas anticipé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, il faut... C'est une annonce qui n'était pas prévue. Si, elle était prévue, ça elle était annoncée. Oui, mais le quand même. Dans la compensation, je veux dire. Dans la compensation, ce qui ne suffit collègues. pas, et aussi l'actualisation, parce qu'il ne faut pas tomber dans les travers des années précédentes, où quand on supprimait une taxe, la taxe professionnelle, elle était effectivement compensée, mais gelée. Et là, je crois qu'effectivement, et c'est notre rôle de parlementaire, d'être vigilant, que cette future compensation soit aussi actualisée. Il y a des pistes, voilà. On parle effectivement d'un transfert de la taxe départementale du foncier bâti vers le bloc local, un retour de TVA ou de CSG. Bon, laissons la mission nous présenter ses propositions dans les prochaines semaines. Et à l'automne, la question sera réglée. Et puis je crois qu'aussi cette question de la taxe d'habitation, enfin, elle va nous permettre d'amorcer cette réforme de la fiscalité locale dont on parle tant depuis 20-30 ans. Et je crois que là déjà, ça va être une amorce d'une nouvelle, je dirais presque révolution en matière de fiscalité locale. Jean-Luc Fichet, vous appelez de vos voeux cette révolution fiscale locale, mais vous dites qu'il faut que ça aille un peu plus vite. Il y a eu urgence à faire cette révolution fiscale locale, bien évidemment. Bon, l'histoire de la taxe d'habitation, c'est une bonne chose. Alors maintenant, effectivement, comment elle va être financée, c'est ça la question. On voit aujourd'hui, par exemple, que les résidences secondaires vont faire l'objet d'une attention un peu plus particulière des élus locaux. Parce que vous savez que la taxe d'habitation, les collectivités vont pouvoir faire une taxe d'habitation additionnelle. Et donc aujourd'hui, on a des grandes agglomérations qui vont appliquer une taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui vont aller jusqu'à 60%. Donc c'est considérable. Alors ça veut dire que d'un certain côté, ça efface
l'action de suppression de la taxe d'habitation. Maintenant, moi, ce que je revendique, il y a la question de la fiscalité, il y a la question de l'argent, mais il y a aussi la question de est-ce qu'on peut travailler à plus de décentralisation, revenir sur des problèmes de décentralisation, d'expérimentation. Est-ce qu'on peut faire, ce que je disais tout à l'heure, préambule, faire confiance aux élus locaux, les considérer. Alors, c'est bien de passer quelques jours comme ça dans le Cher. Moi, je suis complètement d'accord. Hein. Mais il faut que le Sénat, dont c'est la mission, soit entendu dans l'action au quotidien qu'il produit et tout ce qu'il porte, justement, de la réalité des collectivités, de la plus petite à la plus grande. On a aujourd'hui l'intercommunalité qui fait un travail phénoménal. Et donc, moi, je souhaite que les intercommunalités, comités d'agglomération, etc., soient aujourd'hui entendus comme des partenaires et ne soient pas privés de moyens et aient le droit à l'expérimentation, comme je disais tout à l'heure. Jean-Baptiste Forêt, on entend en creux la critique sur la recentralisation. C'est une critique qu'on entend beaucoup, qui est faite à ce gouvernement, finalement, moins laisser les initiatives locales. Alors c'est une critique qui est pas nouvelle, hein. C'est une critique qu'on entend depuis une dizaine d'années. On a eu Nicolas Sarkozy, François Hollande, maintenant Emmanuel Macron. Mais effectivement, enfin c'est objectif, on assiste à une recentralisation sur les questions de finances locales. La part salaire de la taxe professionnelle a été supprimée au début des années 2000. Alors là, c'est vraiment la préhistoire. On va parler de Dominique Strauss-Kahn. La dernière part a été supprimée par Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron a supprimé, enfin peu ou prou, dans sa campagne la taxe d'habitation et annoncé cela. Il a joué très très clairement la population contre les élus locaux et aujourd'hui c'est à son gouvernement de se débrouiller et on ne trouve pas la solution. On ne trouve pas la solution et la fiscalité locale aujourd'hui elle n'existe plus ou presque. C'est ça l'enjeu. Bien sûr. Mathieu Darnaud, il n'y a plus d'autonomie fiscale pour les collectivités ? Il y en a de moins en moins et c'est une véritable problématique sur la question de la subsidiarité, de l'autonomie fiscale des collectivités. C'est un vrai sujet et je fais mien les propos qui viennent d'être tenus. C'est-à-dire qu'on a une véritable, peut-être plus que sous les quinquennats précédents, recentralisation. C'est factuel et malheureusement, ça crée encore un peu plus d'inquiétude chez les élus locaux parce que sans cette autonomie fiscale, on voit mal comment on mène à bien les projets qui ont été finalement le socle sur lesquels les élus ont été justement désignés en 2014, s'agissant des maires ou pour les élus départementaux et régionaux. Donc je crois qu'il y a urgence, à voir un peu plus clair dans les mesures fiscales telles qu'elles se dessinent, les mesures budgétaires. Et puis, je crois qu'il y a un vrai besoin, je le dis, d'écoute. Moi, je siège à la Conférence nationale des territoires. Je suis désolé de le dire, je ne partage pas ce qui a été dit par mon collègue Rambaud. Non, le gouvernement n'écoute pas. Cette question que j'ai évoquée de l'eau et de l'assainissement, on n'a pas du tout été entendu. Pour autant, il y a eu un groupe de travail. Bien sûr, la question du désenclavement numérique, mais ça, c'était des choses qui étaient pour partie déjà engagées. Et attendons de voir en 2020. Je dis bien attendons de voir. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est des mesures claires et précises qu'on peut vraiment mettre en place tout de suite. Et s'agissant, dernier point, de la désertification médicale, pardon, s'il y a un sujet qui est urgent à traiter, c'est celui-ci. Parce que là, la sanction, elle va être immédiate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens constatent qu'il y a déficit extraordinaire dans la ruralité, voire dans l'hyper-ruralité, en termes de présence médicale. Et malheureusement, on va vers une dévitalisation de tous ces territoires. Donc là encore, je pense qu'il y a une priorité nationale, je le dis bien nationale, et il faut que le gouvernement s'attaque à ce problème, comme à celui de la dépendance également. Donc là, on ne sent pas véritablement une volonté, au-delà de la visite et ce qu'on a salué les uns et les autres, du gouvernement d'agir en profondeur et dans l'urgence. Didier Rambaud, on a vu Édouard Philippe, il était dans une maison de santé aujourd'hui. C'est ça qu'il faut développer pour maintenir les services de santé dans les... Oui, d'ailleurs, je suis un peu surpris de voir avec quelle véhémence vous dénoncez un peu tous ces problèmes. Ils ne sont pas arrivés depuis 6 mois, quand même. Ah, d'accord. C'est vrai. 2009, Roselyne Bachelot. D'accord. La loi hôpital, patient, santé, territoire. Voilà. J'ai entendu parler d'absence de trains dans certains départements. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, c'est multiplié. Oui, bon, voilà, la désertification médicale, bah oui, on paye... 30, mais est-ce qu'il ne faut pas
d'imposer des médecins de s'installer dans certaines zones, aller plus loin? Que ça soit malheureusement la solution, hein, la coercition. Bon, voilà, ça a été un petit peu expérimenté, une idée qui a été avancée. Bon, moi, je fais confiance au projet de création de maisons de santé. Bon, on sait que si vous n'avez pas de médecin à mettre dedans, je suis d'accord. Pardon, cher collègue, mais ça ne sert à rien. Tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Ça ne sert à rien. Et vous savez combien de temps il faut pour former un médecin? 10 à 12 ans. Donc ils vont pas arriver demain matin comme ça. Voilà. Et puis la profession elle a changé, elle s'est beaucoup féminisée. C'est fini l'époque où on connaissait les médecins disponibles 24 heures sur 24, y compris les week-ends. Donc il faut modification médicale. Hein. Donc où j'ai produit effectivement un certain nombre d'analyses sur ce qui se passe sur nos territoires. C'est pas récent, je suis bien d'accord. Il y a la question du numerus clausus, je suis d'accord. Voilà. Mais il y a aussi le fait que, bien évidemment, il faudra poser la question de la coercition. Ça, c'est évident que si demain, on ne contraint pas un minimum où les jeunes médecins, etc., à s'installer sur les territoires éloignés. Il y a des propositions qui sont avancées. L'idée de la création d'un service sanitaire pour des étudiants en médecine aussi. Absolument. Voilà. Je pense que concrétiser. Voilà. C'est des options qu'il faut travailler parce que ça va être une partie de la réponse. Ce n'est pas la réponse, mais ça va être une partie de la réponse. Et je crois que là-dessus, on a un vrai travail à faire. Et c'est urgent. C'est absolument urgent. Parce que on a des gens qui sont aujourd'hui à 3/4 d'heure, 1 heure du premier médecin. Donc, on voit derrière. Mais je reviens sur le fait que c'est le signe. Moi, je pense que, quand je parle de matière grise, je pense qu'aujourd'hui, nos territoires souffrent du manque de leaders, d'ingénieurs, de gens qui viennent s'installer chez nous, parce qu'ils ont une image qui est de plus en plus négative. Non. Et donc, et ça s'éloigne. Faut pas caricaturer. Non, mais si. Et on s'éloigne. Vous tirez pas dans le pied en disant ça. Pourquoi vous dites que dans vos territoires, on n'a pas envie d'y aller? Parce que c'est vrai. Non. Nicolas Sarkozy avait dit un jour: qui veut être médecin à Morlaix? Je ne sais pas si vous imaginez la formule du président de la République qui dit à un moment donné... Je suis passé en vacances à Morlaix, c'est très agréable. Et je le confirme, sauf qu'on a aujourd'hui tout un service de cardiologie qui ferme, et derrière le service de cardiologie, ça veut dire que c'est l'hôpital qui est mis en péril. Et ça, c'est extrêmement grave. Et sur les 80 km/h, c'est comme la température. Vous savez, il y a la température réelle et la température ressentie. C'est vrai qu'en matière de 80 km/h, le temps... En réalité, ce n'est pas une vraie perte de temps. Ce qui est ressenti, c'est que nos territoires, par cette mesure-là, sont un peu plus éloignés encore des grands centres de décision. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est là peut-être où il faut faire de la communication, de la pédagogie, etc. Par ailleurs, sur les objectifs, on est bien d'accord sur le fait que réduire la mortalité, c'est un objectif que l'on partage totalement. Jean-Baptiste Forêt, on a entendu toutes ces inquiétudes des territoires ruraux. Le gouvernement, Emmanuel Macron, ils sont à la bagarre pour aller reconquérir. On a vu Emmanuel Macron dans l'Orne, on voit Édouard Philippe. On voit que finalement, maintenant, il y a une attention particulière, peut-être qui n'avait pas été assez faite au début du quinquennat. Vous n'êtes pas convaincu? Non, je suis pas totalement convaincu. Enfin, là, on attend toujours la mesure phare, emblématique, qui pourrait rebooster ces territoires. Enfin, la politique vit quand même aussi de marqueurs, de totems. Et aujourd'hui, il manque cette oriflamme-là du côté d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Et c'est la même chose. Enfin, vous parliez des banlieues, et c'est un sujet qui est intéressant parce que vous preniez en quelque sorte la convergence des luttes entre les élus ruraux et les élus de banlieue. Et les choses ne sont pas toujours aussi simples que ça, parce qu'on voit sur les questions d'éducation que le gouvernement a mis le paquet sur les banlieues. On a des classes de 12 élèves en CP. Et d'un autre côté, on a des classes en milieu rural qui ont parfois tendance à fermer. Pas toutes, loin de ça. Non. Loin de là. Pardon. C'est parce qu'il y a moins d'élèves aussi. Pas toutes, loin de là. Et on sent qu'il y a quand même une opposition parfois un petit peu latente entre le rural et l'urbain. Entre le rural et l'urbain, et parfois entre les banlieues métissées et la France périphérique des petits blancs, pour faire vite. Très vite. Désolé, messieurs. Cette coupure rurale, urbain n'existe plus, c'est fini. On va s'arrêter sur ça. On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur ce plateau. On parle régulièrement de ces sujets. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le service national universel commence à prendre forme. Un rapport a été remis vendredi à l'Élysée. L'exécutif doit désormais valider le dispositif, mais des interrogations subsistent sur le financement de la mesure. Les explications de Nelson Jetten. C'est une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron qui a du mal à se mettre en place. Selon un rapport remis vendredi, le service national universel se découpera en 3 temps.
Mais la partie obligatoire sera beaucoup plus courte que prévu. Les 2 premiers concerneront les jeunes entre 15 et 18 ans avec une première phase de 15 jours en internat, tandis qu'une deuxième phase de même durée permettra l'élaboration d'un projet collectif. Pendant ces 2 périodes obligatoires, le rapport propose d'aborder les enjeux de défense nationale, mais également l'apprentissage des premiers soins. Une 3e phase volontaire, celle-là, s'étalerait sur 3 à 6 mois et concernerait les jeunes jusqu'à 25 ans. Concernant l'encadrement, les hébergements et le budget global, le rapport reste imprécis et les critiques se font entendre du côté des parlementaires qui n'ont pas été associés à sa rédaction. Le risque, si le dispositif n'est pas bien construit, c'est que certains publics en soient de fait écartés. Ce n'est pas en forçant trop rapidement et dans des conditions pas satisfaisantes un dispositif, même s'il répond à un engagement du président de la République, que cela permettra de donner un nouvel espoir à notre jeunesse, parce qu'au fond c'est ça l'objectif. Le rapport pourrait néanmoins encore évoluer avant les arbitrages du chef de l'État, qui devraient être connus dans le courant du mois de mai. Et la France n'est pas seule en Europe à vouloir réintroduire un service national universel. À ce sujet, vous pourrez à 18 h retrouver notre magazine Europe Hebdo qui traitera notamment de ce sujet avec un reportage de Cécile Sixou qui s'est rendue en Autriche où les jeunes hommes seulement doivent effectuer au choix un service militaire de 6 mois ou un service civique de 9 mois. Un reportage à retrouver donc à partir de 18 h dans notre émission Europe Hebdo. L'Europe, justement, s'attaque au budget post-Brexit. La Commission européenne présente aujourd'hui ses orientations pour la période 2021-2027. 1279 milliards d'euros sur 7 ans, mais avec des arbitrages qui risquent de faire réagir, avec notamment des coupes prévues dans la politique agricole commune. Les explications de Fabien Recker. Un cadre financier pour une nouvelle vie à 27. À Bruxelles, Jean-Claude Juncker présentait aujourd'hui son projet budgétaire pour la période 2021-2027, le premier budget de l'ère post-Brexit. Nous avons fait le choix d'aller de l'avant et à ce choix doit répondre un budget moderne, simplifié et plus flexible. Alors que les Britanniques contribuaient à hauteur de 12 à 14 milliards d'euros par an, le futur budget de l'Union devra compenser cette perte, tout en faisant face à de nouvelles dépenses. On est confronté à 2 défis en fait, parce qu'il y a le défi de combler cette trou budgétaire qui laisse le Brexit, et en même temps on a de nouvelles dépenses, de nouveaux défis comme la migration, comme la défense, comme la gestion de frontières, et le grand défi c'est combiner ces 2 défis. Pour résoudre l'équation, Bruxelles propose des coupes budgétaires, notamment une baisse de 5% des crédits alloués à la politique agricole commune. La réaction de la France, première bénéficiaire de la PAC, ne s'est pas fait attendre, sous la forme d'un communiqué du ministère de l'Agriculture. Une telle baisse, drastique, massive et aveugle, est simplement inenvisageable. La France ne pourra accepter aucune baisse de revenus directs pour les agriculteurs. Le budget prévoit aussi de nouvelles ressources comme une taxe sur les déchets plastiques ou encore la taxe GAFA sur les géants du web. Autre mesure emblématique, conditionner des crédits européens au respect de l'état de droit. Indirectement viser les pays d'Europe centrale, Pologne et Hongrie en tête. C'est trop simple d'arriver en Europe, de bénéficier d'un certain nombre de dotations au titre de la solidarité et de s'exonérer des obligations qui résultent du respect de la charte des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Place maintenant aux négociations entre le Parlement et les États membres pour élaborer une copie finale. Avec un calendrier serré, Bruxelles souhaite aboutir avant les élections européennes dans un an. L'Association des maires de France veut faire inscrire dans la Constitution un certain nombre de pouvoirs des communes. L'inscription de l'autonomie financière et de la clause de compétence générale sont notamment réclamées par l'AMF. Les explications d'Adrien Develay. Ni recentralisation, ni mise sous tutelle. Avec les propositions remises au gouvernement et au président du Sénat et de l'Assemblée nationale, les maires de France demandent des garanties sur l'autonomie des communes. Pour nous, il est primordial de garantir dans la Constitution la place et le rôle de la commune. L'AMF propose tout d'abord d'assurer la place de la commune dans la Constitution. Celle-ci passerait par la reconnaissance du principe d'autonomie financière et fiscale des collectivités, soit la capacité des communes de gérer leur propre budget. L'action du maire devra aussi être rappelée dans la Constitution. Les maires demandent également l'inscription de la clause de compétence générale qui permet aux mairies de prendre des initiatives dans n'importe quel domaine. La question des finances est une priorité pour l'AMF. Celle-ci demande que soit garantie par la loi l'impossibilité d'alourdir la charge publique des collectivités. Elle demande aussi que toute nouvelle mission ou compétence des collectivités soit accompagnée de nouveaux moyens financiers.
Enfin, l'association rappelle son opposition au projet de limiter le cumul des mandats dans le temps pour les élus des villes de 9000 habitants et plus. L'Association des maires de France demande que ce projet soit purement et simplement abandonné. Le projet de révision constitutionnelle doit être examiné le 9 mai en Conseil des ministres. La constitutionnalisation des pouvoirs des communes, c'est l'objet de notre face-à-face du jour. Tam Tranui interview Philippe Laurent, secrétaire général de l'AMF. Philippe Laurent, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble de ce que l'AMF a dévoilé la semaine dernière, ses propositions pour la révision constitutionnelle. Mais tout d'abord, quelles sont vos relations avec l'exécutif? Elles étaient très tendues à l'automne. Est-ce que le dialogue a été renoué depuis? Écoutez, vous savez, d'abord sur les demandes que nous formulons, qui ont été très bien résumées par le sujet précédent, ce sont simplement des choses que nous avons déjà dites, mais que nous disons depuis toujours pratiquement. Et nous les avions d'ailleurs dites fortement lorsque nous avions reçu l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle en mars dernier. d'Emmanuel Macron. Absolument. Ce sont des demandes qui sont permanentes, qui sont cohérentes et qui sont totalement en lien avec l'histoire des communes de France. Et cette histoire des communes de France, c'est une histoire de relations et de partenariats étroits avec l'État, toujours. Vous savez, le système français, il fonctionne en fait sur une espèce de double pied entre l'État d'un côté et la commune de l'autre. Nous sommes un des rares pays au monde où les maires, il y en a un peu partout, mais en France, le maire est le représentant de l'État sur son territoire. Ça veut donc dire quelque chose, ça veut donc dire que la commune, c'est un peu plus qu'une collectivité territoriale, c'est une partie même de l'institution d'État. On va venir sur l'importance de la commune, mais quel est l'état de vos relations aujourd'hui avec Emmanuel Macron? C'est la raison pour laquelle nous voulons des partenaires totalement loyaux vis-à-vis de l'État, toujours, sous tous les gouvernements, sous tous les présidents de la République. Ça a toujours été le discours de l'AMF. Et d'ailleurs, je veux vous rappeler simplement que lorsque l'intérêt national et l'intérêt général est véritablement en jeu, par exemple lors des événements tragiques liés par exemple au terrorisme, les maires ont toujours répondu présent et l'État sait pouvoir compter sur eux pour prendre les mesures organisées en collaboration avec lui et avec ses collaborateurs, donc les choses pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc compter sur l'État. Ça se passe bien. Et nous avons donc ce partenariat institutionnel fort. Mais simplement, aujourd'hui, nous sommes inquiets par cette forme de détachement que montre en tout cas une partie de l'État. Pas l'État en totalité, bien sûr, parce que l'administration territoriale de l'État est évidemment toujours proche des maires, mais nous sommes un peu inquiets sur ce détachement, comme si une partie, en réalité, de l'exécutif ne comprenait pas véritablement l'intérêt qu'il y a précisément à avoir ce partenariat étroit entre l'État et les communes. Un détachement du président de la République, pour être clair ? Le président de la République, c'est pas le seul. Il y a aussi un certain nombre de ministres qui ne semblent pas très bien connaître ce que je viens de rappeler, qui sont des fondamentaux de la vie institutionnelle française. Le Premier ministre, il les connaît. Nous attendons de lui... ex-maire du Havre. Oui, ex-maire du Havre. Et puis il y a d'autres anciens maires, d'autres personnalités qui ont été maires dans le gouvernement. Donc nous avons des relations, j'allais dire, tout à fait normales et constructives avec un certain nombre d'entre eux. Ce qui nous inquiète encore davantage, si vous voulez, c'est en réalité le poids que pèse l'administration, notamment des finances, sur l'ensemble de l'action gouvernementale. Nous avons le sentiment parfois que tout est exclusivement axé sur la maîtrise de la dépense publique. C'est d'ailleurs un objectif que nous ne réunions pas. Cela ne date pas d'Emmanuel Macron. Cela fait des années que l'objectif de dépense publique, réduction de la dépense publique pèse sur les collectivités, notamment les communes. L'influence quand même et le poids de Bercy se fait beaucoup plus sentir que par le passé. Parce que vous savez, dans l'action gouvernementale, il y a évidemment la maîtrise de la dépense publique, c'est important. Et en face de cela, il y a la volonté politique de faire un certain nombre de choses et notamment de venir en soutien à l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit leur situation. Et il faut que ces deux forces, en quelque sorte, s'équilibrent pour qu'on aboutisse à une politique qui soit à la fois réaliste, mais qui soit aussi ambitieuse, notamment sur le plan social. Aujourd'hui, il faut dire que la balance nous semble un peu déséquilibrée du côté de Bercy.
Oui, effectivement, vous avez été chaudé par un certain nombre de mesures. Oui. La suppression de la taxe d'habitation, la demande de nouvelles économies à la hauteur de 13 milliards d'euros sur 5 ans, Oui. le coût de rabot de 300 millions aux dotations en L'été dernier. 2017. D'ailleurs, François Baroin avait dit « Le principe de libre administration des collectivités est-il encore de mise ?» Est-ce que vous pensez aussi que ce principe est aujourd'hui en danger ? Écoutez, il est en danger en ce sens que d'abord les normes continuent évidemment de s'accumuler sur les actions que nous menons, hein, donc ça c'était une première chose. Et puis surtout sur le plan financier, une des grandes interrogations, vous l'avez dit, c'est la question de l'autonomie, pas seulement financière, mais aussi de l'autonomie fiscale. C'est-à-dire, voilà, est-ce que nous ayons la possibilité d'utiliser l'argent qu'on nous donne, qu'on nous donne d'une manière relativement libre est une chose, mais qu'on ait la possibilité de maîtriser donc l'impôt, c'est-à-dire la ressource, ça c'est autre chose. Ça fait partie par essence de la responsabilité politique qui est la nôtre. Au cœur de vos inquiétudes, il y a la taxe d'habitation. Voilà. Alors ce que nous demandons, en effet, c'est que tout impôt supprimé ne soit pas remplacé par une simple dotation, dont on sait d'ailleurs que dans la durée elle ne tient pas, mais soit remplacé par un impôt. Ou une part d'un impôt déjà existant. Mais en tout cas, qu'il y ait cette réflexion-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avions entendu le Premier ministre, c'était au mois de juillet dernier, lors de son discours de politique générale, dire que la suppression de la taxe d'habitation ne commencerait qu'en 2019, pour qu'en 2018, nous ayons le temps de réfléchir au système de substitution. Ça n'a pas été le cas, parce que le Président de la République a décidé que c'était tout de suite. Donc il a décidé, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes pressés par le temps, tous, pas uniquement les élus naturellement, mais aussi le gouvernement, nous sommes pressés par le temps pour trouver un système qui soit à la fois équitable pour l'ensemble des collectivités, pour l'ensemble des contribuables. D'ailleurs, des pistes sont évoquées, oui. On parle de la TVA, on parle de la CSG ou encore un transfert de la taxe foncière qui va aujourd'hui au département. Oui. Pour vous, quelle serait la meilleure des solutions ? Alors là, vous parlez des pistes qui sont évoquées dans un rapport qui va être remis prochainement par Dominique Bure et Alain Richard, le sénateur Alain Richard, et avec lesquels nous avons d'ailleurs travaillé en toute confiance. Hein. On a évidemment regardé tout ça, discuté avec eux des propositions. Il est clair que le transfert du foncier bâti vers le bloc local, c'est-à-dire vers les communes et les intercommunalités, hein, ce transfert de foncier bâti pourrait être une partie de la solution, mais à condition, et ça nous y tenons vraiment, que les départements eux-mêmes puissent avoir une compensation sous forme d'un impôt. Parce que les départements aussi ont droit, ils doivent avoir aussi un seuil minimum d'autonomie fiscale. Hein. Je veux bien la différence entre financière et fiscale. Dans ce que nous demandons pour la Constitution, c'est précisément ajouter le mot fiscal à autonomie financière. C'est un point extrêmement important parce que nous considérons vraiment que le pouvoir fiscal fait partie de la responsabilité politique. On va également parler de l'introduction de la clause de compétence générale des communes dans la Constitution. Déjà pour notre téléspectateur, de quoi s'agit-il de cette clause de compétence générale des communes ? Oui, alors à l'heure actuelle, la clause de compétence générale existe déjà pour les communes, elle existe par la loi, mais pas dans la Constitution. Alors qu'est-ce que ça changerait d'introduire dans la Constitution ? Ça la garantirait pour l'avenir. Parce que pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne, alors même que départements et régions ont des clauses de compétences spécialisées sur certains domaines. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas intervenir sur tous les domaines de l'action publique. La commune peut intervenir sur tous les domaines de l'action publique. Ça en fait d'ailleurs aussi cet acteur si particulier dont je parlais tout à l'heure. Il y a 2 acteurs en France qui peuvent intervenir sur tous les secteurs, c'est l'État et la commune. Alors évidemment, pour la commune, il faut que ce soit en lien avec les affaires locales. Générale ? On n'a pas peur spécialement. On se dit, lorsque c'est inscrit dans le marbre de la Constitution, c'est toujours mieux et ce serait aussi une marque de reconnaissance de la part à la fois de l'exécutif et du Parlement du rôle essentiel de la commune. Certains sénateurs, y compris dans vos soutiens, par exemple Roger Carucci la semaine dernière, doutaient que cela soit réellement possible et que cela soit du ressort de la Constitution. Écoutez, je ne vois pas ce qui ferait que ça ne pourrait pas être du ressort de la Constitution. Je vois pas. La Constitution est un document dans lequel la volonté parlementaire, la volonté de l'exécutif peut faire inscrire ce qu'il souhaite. Vous avez aussi dans le collimateur le non-cumul des mandats dans le temps. La majorité sénatoriale a déjà obtenu un seuil de 9000 habitants. Ce seuil, il n'est pas satisfaisant pour vous ? Vous voulez aller beaucoup plus loin ? Écoutez, c'est d'abord, dans cette affaire, c'est quand même une question de principe. C'est-à-dire que nous pensons qu'à partir du moment où il y a des candidats
qu'ils aient fait 3 ou 4 ou 5 mandats, et où les électeurs renouvellent à ce candidat, ou à cette candidate d'ailleurs, leur confiance, nous pensons que c'est ça qui prime, c'est ça qui est important. C'est la volonté des électeurs. C'est pas un texte. Alors, je sais que tout ceci n'est peut-être pas très, entre guillemets, nouveau monde et très moderne, mais c'est en tout cas fondamental pour, j'allais dire, la garantie, en fait, du bon fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Voilà. Si, d'ailleurs, très honnêtement, vous savez, moi, je termine mon 3e mandat de maire. Vous savez, c'est un maire de Sceaux. C'est une tâche assez épuisante, hein, et donc, à un moment donné, le maire aussi arrête de lui-même. Il ne s'accroche généralement pas, sauf exception, Cette limitation pourrait être saine. Mais si elle doit se produire, elle se produira d'elle-même. Nous ne pensons pas qu'il soit utile que la loi, parce que ça, la limitation, c'est pas la Constitution, ça serait dans une loi organique. Nous ne pensons pas utile que la loi donc aille jusqu'à définir ce niveau d'exigence et de limite. Bien, merci beaucoup Philippe Laurent d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci Philippe Laurent, merci Tam Tranui. Le traditionnel défilé du 1er mai a été émaillé de débordements à Paris, vitrines brisées, voitures incendiées, des violences attribuées à un groupe de 1200 personnes cagoulées. Gérard Collomb promet la fermeté, des événements qui font réagir la classe politique. Cécile Sixou. Des voitures en feu, des magasins saccagés. La manifestation du 1er mai a été éclipsée par les violences de 1200 Black Blocs. Frustrés, les syndicats dénoncent des défaillances de l'intervention policière. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser des gens qui sont quand même habillés différemment de manifestants. Vous savez, moi, j'ai jamais été avec un casque sur la tête manifester. J'ai jamais été manifester avec un marteau dans mon sac à dos. Je ne comprends pas que depuis 2 ans, ça se passe toujours comme ça. Pour le préfet de Paris, il était impossible d'intervenir tant que le cortège était uni. Impossible aussi de protéger les commerces ciblés. Il n'est pas question de mettre devant chaque cible un groupe de fonctionnaires de police. Mais ça serait le pire. C'est la double peine. Ils seraient agressés, ils seraient violentés, ils seraient peut-être blessés gravement, voire pire. Et en même temps, on aurait derrière la cible qui est atteinte. Une présence policière que Gérard Collomb promet d'augmenter lors des prochaines manifestations. Selon le ministre de l'Intérieur, ces débordements sont le résultat de propos violents, notamment de la part de la France insoumise. Lorsque vous avez une partie de la classe politique sur les marches qui appellent à faire la fête à Macron, certaines le prennent effectivement au pied de la lettre et disent ben voilà, on va aller effectivement dans une volonté de casser un certain nombre d'agents des forces de sécurité. Réponse de Jean-Luc Mélenchon. Non mais on rigole, non? Vous plaisantez? Vous croyez qu'une seule de mes sorties un peu claquantes a conduit un jeune à se dire « Ah bah tiens, ce matin je me lève, je vais aller casser un McDo ». Enfin, soyons sérieux. Jean-Luc Mélenchon condamne fermement ces actes de vandalisme, une position partagée par l'ensemble de la classe politique, à l'exception de Philippe Poutou, pour qui le gouvernement récolte la violence qu'il a semée. Et on retrouve Saveria Rojek en salle des conférences du Sénat. Saveria, vous êtes avec Éliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat. Bonjour Éliane Assassi. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Suite au débordement, aux violences d'hier, vous demandez à auditionner Gérard Collomb. Est-ce que vous avez eu une réponse suite à cette demande? Est-ce que vous demandez également bien la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire? Écoutez, effectivement, en début d'après-midi, j'ai écrit une lettre au président de la commission des lois, Philippe Bas, pour lui demander d'auditionner en urgence le ministre de l'Intérieur, parce qu'on ne peut pas accepter de façon récurrente maintenant qu'il y ait des individus qui commettent des actes d'une violence inouïe lors de mobilisations sociales. Donc il est temps de savoir réellement ce qui s'est passé hier lors de la manifestation parisienne. Pour vous, le gouvernement hier a failli dans le maintien de l'ordre. Les forces de l'ordre auraient dû intervenir? Écoutez, moi je m'interroge, j'en suis plus à un moment interrogatif, c'est-à-dire que le préfet de police, la veille au soir, crée les conditions, enfin sait qu'il va y avoir un certain nombre d'individus qui vont faire irruption dans la manifestation et peut-être commettre des actes de violence. Cela se réalise malheureusement le lendemain.
et il n'y a pas d'intervention des forces de police. Donc on est en droit de s'interroger sur où se sont situées les faiblesses. Est-ce qu'elles se sont situées du côté du préfet de police? Est-ce qu'elles se sont situées du côté du gouvernement? Ça, je n'en sais rien, et c'est bien la raison pour laquelle je demande à ce que le ministre de l'Intérieur soit auditionné rapidement. Ce que vous nous dites très clairement, c'est que la non-intervention des forces de police, elle était connue, elle était donc délibérée, c'est ça? Non, je ne vous dis pas ça, mais je redis que nous sommes en droit de nous interroger alors qu'apparemment les choses se savaient dès la veille. Donc pourquoi ne s'est-il rien passé, si ce n'est bien évidemment les actes de violence, l'après-midi du 1er mai? Il faut se rendre compte quand même qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de ça. Or, il y a eu de belles mobilisations du 1er mai à travers tout le pays, et particulièrement à Paris. Et donc, on ne parle que de ça. Moi, je voudrais insister sur le fait que les colères, elles existent dans le pays, et ce sur plusieurs points, que ce soit les cheminots, les hospitaliers, les retraités, etc. Et aujourd'hui, on ne parle que des violences de la manifestation parisienne, parce que je rappelle quand même qu'il n'y a pas eu de violence dans les autres manifestations à travers le pays. Donc on est en droit de s'interroger sur ce qui s'est réellement passé hier dans la manifestation parisienne. Nouvel appel à la mobilisation, François Ruffin, le 5 mai. Est-ce que vous allez vous joindre à cette mobilisation? Écoutez, le Parti communiste français a inscrit dans son calendrier la manifestation du 5 mai, et bien évidemment nous créerons les conditions pour que cette manifestation soit réussie. Très bien, merci beaucoup. Merci Eliane Assassi d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci Saveria. La manifestation d'hier et les débordements qui l'ont émaillée, c'est l'objet de notre second débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Fabien Gay, bonjour. Bonjour. Sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Face à vous, Sébastien Meurant, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Républicains du Val d'Oise. J'accueille également Juan Branco, bonjour. Bonjour. Avocat, chercheur en droit international au Max Planck Institute et ancien candidat France Insoumise aux législatives. De l'autre côté de la table, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, bienvenue sur le plateau. Et enfin, Antoine Pelletier, bonjour, membre de la direction du NPA. Alors, je me tourne vers Sébastien Meurant. Laurent Wauquiez a dit « faillite de l'État à régalien ». L'État a failli dans sa mission de protéger finalement la manifestation d'hier. Au vu des images, ce qui est sûr, c'est que la protection des personnes et des biens n'a pas été effective. Puisque là, on voit des personnes qui ont vu leur outil de travail brûlé, cassé. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la première fois. Et je pense que l'État a envoyé un très très mauvais signal avec ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, puisqu'on a fait semblant de rétablir l'ordre, qu'on a envoyé des milliers de fonctionnaires de police et de gendarmerie. Et au final, eh bien, ça continue. Et qu'au final, je pense qu'en matière de l'ordre, il y a quelque chose qui devrait être important, c'est la dissuasion. Et on ne devrait pas on ne devrait pas imaginer qu'en France, on puisse, en pleine rue à Paris, dans la capitale, casser des dizaines de boutiques, s'en prendre aux forces de l'ordre. Et malheureusement, lorsqu'on laisse faire, eh bien, on récolte, quelque part, ce que l'on sème, l'impuissance. Moi, je crois au concept de dissuasion, je crois qu'on a des forces de l'ordre remarquables et qu'il faut leur faire confiance. Et je pense que lorsqu'on a le désordre, on a le désordre et l'injustice. Et ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, ça fait les gros titres. Et là, ça fait les gros titres depuis que ça s'est produit. On ne parle que de ça. Et malheureusement, il y a quelques personnes de poursuivies. On va voir ce que va décider la justice. Moi, je Plus crois d'une centaine de gardés à vue. Une centaine sur... on parle de 1200 personnes, on ne sait pas trop. 282. 282 qui ont été poursuivis. Ont été interpellés. Ont été interpellés. Donc, je pense que ces personnes, il faut le mettre. On parlait que certaines étaient connues, mais il faut les mettre réellement hors d'état de nuire. Moi, je m'interroge sur comment c'est possible, effectivement, que des personnes comme ça. On va revenir sur le dispositif. Comment travaillent-elles, comment on laisse s'implanter. Et là, je pense que les zadistes, alors peut-être que je mélange un peu tout, mais les zadistes qui, à Notre-Dame-des-Landes, ont aussi agressé les forces de l'ordre, aussi ont attaqué des biens et
des personnes. Je pense que lorsque l'on cumule ce type et qu'on laisse faire, eh bien c'est des points de fixation. Et là, ils se sont rassemblés peut-être, alors on nous dit qu'ils viennent aussi de l'étranger, sur Paris. Fabien Gay, même constat, finalement, l'État a failli, mais pas pour les mêmes causes, selon vous. Bon, je vais revenir sur un peu les amalgames que vient de faire M. Menant, mais moi je suis en colère, parce que j'ai manifesté hier, comme l'ensemble des 1er mai, aussi longtemps que je me souvienne. Mes parents m'ont emmené au 1er mai, c'est une journée festive, c'est la journée de lutte internationale pour le droit des travailleurs. C'est un moment de paix, c'est un moment où on lutte tous ensemble pour l'augmentation des salaires, pour d'autres conditions de travail. Et il faut le dire, Éliane Assassi vient de le redire, partout en France ça s'est bien déroulé. Et il y avait des familles, des enfants. Il y avait des enfants de 3 ans qui étaient là. Et donc c'est vrai que hier, ce qui s'est passé est inadmissible. Moi je condamne fermement ces agissements. Parce qu'ils ont vocation à casser le mouvement social, à l'étouffer. Aujourd'hui, on ne parle plus que des casseurs, des Black Blocs, et on ne parle plus des revendications des travailleurs. Ils ont réussi leur coup. Ensuite, on a un amalgame politique, comme ils viennent de le faire, où on mélange tout. J'ai entendu les zadistes, les cheminots, les grévistes, la faculté, les Black Blocs, pas vous. Mais global, vous avez fait un amalgame avec les zadistes, mais on mélange tout et on dit, regardez, c'est tous les mêmes. Ils sont là pour casser. Et dernière chose, quand on n'agit pas, eh bien on dit aux gens qui voudraient se mobiliser, parce qu'il y a beaucoup de journées qui viennent. Il y a celle du 5, on vient d'en parler, il y a encore une journée intersyndicale du 22 mai, et on leur dit, surtout ne venez pas manifester, parce que regardez, ça va mal finir. Et tout ça, ça fait une pression sur les colères sociales qui s'expriment partout dans le pays. Et les gens, hier, voulaient manifester, je dirais, de façon pacifique, de revendiquer de façon pacifique, mais surtout, il ne faut pas mettre occulté par ces débordements. Mais bien sûr, c'est occulté. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. D'ailleurs, on est réunis sur ce plateau pour parler de quelques centaines de gugus qui sont tous, sauf des manifestants qui veulent revendiquer, qui étaient pour revendiquer avec leur organisation syndicale et les salariés qui étaient dans la rue. C'est deux choses complètement différentes. Et ça fait 3 ans que ça dure maintenant. Moi, je relaie ce que vient de dire Madame Assassi. Il faut maintenant que Gérard Collomb vienne s'exprimer. Et puis, il faut qu'on entame un dialogue entre les forces républicaines de sécurité et les organisations syndicales pour dire que ça fait 3 ans que toutes les manifestations souvent finissent mal. Ça suffit, parce que les premiers qui subissent ce sont les manifestants. On va évoquer ce dispositif avec Denis Jacob. Vous êtes représentant du syndicat Alternative Police CFDT. Est-ce que le dispositif hier était suffisant en nombre de policiers et est-ce que la stratégie avait bien été définie avant ? Alors, on peut toujours mettre autant de policiers qu'on veut sur un mouvement, quel qu'il soit. C'est pas tant le nombre, c'est effectivement l'organisation. Mais il faut quand même relativiser ce qui se passe. On serait intervenu tout de suite, on aurait eu des blessés. Aujourd'hui, on serait autour de ce plateau de la même manière et on crierait au scandale parce qu'il y a eu des blessés. Donc à un moment donné, il faut relativiser tout cela. C'est une stratégie finalement pour éviter les blessés. Le maintien de l'ordre, c'est pas une science exacte. Ça ne s'improvise pas. Il faut savoir que le maintien de l'ordre organisé par la préfecture de police de Paris depuis les manifestations contre la loi travail a été déterminé de telle manière à ce que la protection tout au long du défilé puisse se faire en retrait pour éviter tout contact direct avec les manifestants pour pas que ce soit interprété comme de la provocation. Alors, quand on est devant au contact direct, on dit qu'on fait de la provocation, et quand on est en retrait, on nous dit qu'on ne fait rien. Alors, peut-être qu'on est intervenu plus tardivement, mais étant en retrait du cortège, mais beaucoup le disent. Mais chez vous, moi j'étais hier à la manifestation. On a entendu des syndicats. Oui, mais j'étais présent 2 heures, ça a mis à intervenir. Bien évidemment que j'ai certains de mes collègues d'autres organisations syndicales qui ont des positions différentes, peut-être de la mienne. Il y a peut-être eu trop d'attentes. Il y a peut-être eu un comportement attentiste de la part des autorités, peut-être. S'il y a une enquête parlementaire, ce sera déterminé. Mais il faut aussi que chacun assume ses responsabilités et ne pas faire endosser toute la responsabilité par les forces de sécurité. Je rappelle quand même que à chaque fois qu'il y a une manifestation d'organiser, il y a un travail en amont qui est fait entre les autorités et les organisateurs de manifestations, que les organisateurs sont tenus d'avoir un périmètre de sécurité. Et alors moi, je pose la question, comment le service d'ordre de la manifestation a pu laisser investir des Black Blocs au milieu, entre la tête
Vous Et savez la que c'est pas partie... vrai. Si, c'est Vous vrai, savez monsieur. que le début du Justement, cortège était à Place d'Italie. Non, mais attendez. Le début du cortège était à ce Place cortège d'Italie. de tête. Et vous savez que les Black Blocs, les casseurs, se sont réunis au pont d'Austerlitz. Le cordon de sécurité, les organisations syndicales, elles sont là pour protéger les manifestants. Elles ne font pas un maintien d'ordre. Chacun son métier. Non, on est ça, c'est d'accord. votre métier. Mais quand vous avez des gens qui ne sont pas des manifestants, tout à fait, et qui sont identifiés comme des... Mais ils étaient à 800 mètres du départ de la manifestation. Vous savez comment ils s'incrustent dans les manifestations? Ils arrivent habillés comme vous et moi. Et en cours de cortège, ils changent de tenue pour se constituer en carré. Je vous dis pas que c'est pas provoquer difficile. le désordre. Je vous dis pas que c'est pas difficile, mais demandez pas aux organisations syndicales de faire le travail des forces républicaines de sécurité. C'est pas ce que je dis, monsieur. Ce que je dis, c'est que les organisateurs de la manifestation ont autant de responsabilités que les services de sécurité, parce qu'ensemble, ils déterminent le déroulé du cortège, comment est organisée la sécurité par les propres manifestants, et donc il y a une co-responsabilité dans un cortège pour ce qui se passe. Vous savez que c'est aussi la préfecture qui impose un parcours. Sur la responsabilité. Oui, bien sûr. Antoine Pelletier, vous êtes membre de la direction du NPA. C'est le seul parti qui a eu une voix un peu dissonante hier. Philippe Poutou a dit que finalement c'était une violence finalement que l'État avait peut-être semée par sa politique sociale. C'était la seule voix dissonante sur ce sujet. La seule voix dissonante, je suis pas sûr, parce qu'en regardant quand même les communications des différentes organisations de gauche, il y a quand même largement l'unanimité pour condamner les violences policières. Donc, ce qu'on voulait expliquer, nous, c'est deux choses. C'est que, la violence sociale du système, les politiques antisociales du gouvernement, elles sont claires et elles sont subies au quotidien par des milliers et des milliers de travailleurs, de travailleuses, de jeunes, d'une part. Et deuxièmement, dans la manifestation, on peut discuter autant qu'on veut du fait qu'il y a un McDo et une voiture et une grue qui ont été pétés. Mais nous, ce qu'on a vu sur le cortège, c'est des nuages de fumée, de lacrymogène. Enfin, nous, on était à un point fixe en train de distribuer des tracts. On a dû s'en aller du point fixe tellement il y avait de lacrymo et tellement les jeunes autour avaient peur. On a discuté avec des étudiants qui étaient dans leur cortège et qui étaient devant le cortège CGT. Et ça, c'est la vie, parce que le mouvement, il est comme il est. Il y avait des cortèges entiers avec des banderoles d'université qui étaient là, et les gens nous demandaient mais qu'est-ce qu'on fait? Et on leur a dit écoutez, vu ce qui se passe, vu que la police en fait est en train de descendre, parce que ce qui s'est passé, la police est en train de descendre la rue avec, et vous on l'a vu sur vos images, des camions qui descendent avec des boucliers, avec des lances à eau, avec des lacrymogènes. Nous on a vu des lacrymogènes qui tombaient à 2 mètres de nous, alors qu'encore une fois on était en point fixe. On a dit aux étudiants faites demi-tour, il n'y a que ça à faire. Mais ce qui s'est passé sur le fond, c'est que la police a empêché la manifestation de se tenir, et ça c'est extrêmement grave. Mais malheureusement, c'est normal, les lacrymogènes. Pourquoi? Parce que, comme je le disais... Mais forcément, tout le monde est touché, tous les manifestants. Mais parce que les Black Blocs n'étaient pas en tête de cortège, contrairement à ce que vous dites. Mais c'est pas vrai. Et ils étaient... Ils se sont réunis. Certes, ils étaient au départ de la manifestation, mais les collègues ne sont pas intervenus parce que, justement, ils étaient dans le début de la manifestation, et que d'intervenir, ça aurait provoqué des dommages collatéraux. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, parce que c'est un drame qui s'est produit en 2014, mais il y a encore aujourd'hui le syndrome Sivens, qui fait qu'on prend toutes les précautions d'usage pour éviter des dommages collatéraux. Bon, je voudrais revenir avec Rohan Branco, justement sur ce phénomène, parce qu'on a entendu parler du cortège de tête, 1200 personnes cagoulées, les Black Blocs, mais au sein d'un cortège de tête un peu plus grand. C'est une nouvelle force qu'on voit depuis des années, qui finalement ne veulent pas se ranger derrière les banderoles syndicales et qui prennent la tête du cortège. Et finalement, c'est une nouvelle force avec laquelle il faut compter maintenant dans les manifestations. Écoutez, quand je vois le Parti communiste qui engueule le représentant policier parce qu'il n'a pas été assez répressif, je me dis que c'est normal que les personnes ne se reconnaissent pas dans l'offre politique actuelle. C'est quand même intéressant. Il y a 15 000 personnes, alors qu'il n'y avait que 20 000 manifestants dans le cortège syndical, qui ont manifesté en dehors du cortège. Donc on peut se concentrer sur les forces d'ordre, etc. Il n'y a pas de place dans les commissariats pour mettre 1200 personnes en garde à vue. Donc à un moment, quand il y a des mouvements comme ça sociaux qui sont si intenses et qui sont à ce point en dehors du système, je pense que c'est aux responsables politiques de s'interroger qu'est-ce qu'ils font pour susciter ce genre de mouvement et ce genre d'écart avec leur représentativité et avec leurs organisations existantes. Donc on peut commencer à faire des jeux, à dire oui, le Parti communiste doit travailler avec les Républicains pour enquêter sur les défaillances des forces de l'ordre. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est là, on a une émergence d'une force sociale qui est différente, qui est en dehors de cadres actuels, qu'on peut apprécier, pas apprécier, considérer comme condamnable parce qu'ils utilisent la violence ou pas, qui existe,
qui existe, qui fait écho à une montée de la violence en France, qu'elle soit d'ordre religieux ou d'extrême droite, avec des mouvements terroristes, comme on l'a vu qui souhaitaient attaquer Mélenchon. Et on a une crise gravissime de la société dont personne ne parle. Donc on peut se concentrer sur les défaillances de tel ou tel préfet de police, commissaire, etc., ou à un moment se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire qui nourrit ce désarroi et qui nourrit cette rupture au sein de la société française. Avant de reprendre ce débat, messieurs, je vais vous proposer d'écouter Emmanuel Macron. Il a été obligé de réagir depuis l'Australie, où il est en déplacement. On écoute le chef de l'État. Le 1er mai est une journée internationale pour le travail, qui est un acquis de grande lutte du 19e siècle. La journée du travail, c'est la journée des travailleurs, ce n'est pas la journée des casseurs. Et il y a un Premier ministre et un ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui étaient sur place, qui ont pris les décisions qui convenaient. Il y a eu des interpellations qui ont été effectuées, toutes les mesures ont été prises. Et je ne peux ici que condamner à nouveau avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé. Il ne s'agit ni d'avoir une inquiétude déraisonnable, mais simplement d'avoir la plus grande fermeté. Et pour être complet, je vous propose d'écouter maintenant Édouard Philippe, qui lui s'est exprimé depuis le département du Cher, où il a délocalisé Matignon, sur ces débordements, et notamment sur le profil de ces casseurs. J'ai eu l'occasion de saluer et de féliciter les forces de l'ordre, qui ont été extrêmement engagées, face à des casseurs dont l'objectif était véritablement de mettre à mal tout ce qui peut représenter notre façon de vivre en commun, la propriété, le travail, les forces de l'ordre, le respect des autres. L'ensemble des dispositions avaient été prises, j'aurai l'occasion d'y revenir, et je suis certain que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, fera en sorte que l'ensemble des dispositions soient prises également samedi prochain. Nous regarderons évidemment avec beaucoup de concentration, beaucoup de vigilance ce qui se passera. Il ne faut pas se tromper, nous avons en face de nous, depuis d'ailleurs de longs mois, quelques années même, des casseurs dont la volonté est de remettre en cause notre société et à certains égards notre démocratie. Car quand on ne respecte aucune règle, aucune loi, que l'on casse pour imposer la loi du plus fort et pour revenir sur des éléments qui sont constitutifs de notre vie en société, on est exactement dans cette logique-là, dans une logique de remise en cause de notre démocratie. Et il faut prendre en compte cette remise en cause avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de tranquillité aussi, beaucoup de résolution, et c'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Sébastien Meurant, on a entendu le Premier ministre, plus de fermeté, c'est aussi ce que Laurent Wauquiez réclame, mais plus de fermeté, on a entendu les policiers, ils disent oui, mais si on a un nouveau drame comme à Sivins, ça va être impossible à gérer pour le gouvernement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'État, et notamment ce gouvernement, ne montre pas l'exemple, et je prenais l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, justement. Puisque là, les zadistes ont gagné. Et les zadistes ont été plus que violents, et les zadistes ont porté atteinte aux biens, ont porté atteinte à l'autorité de l'État moult fois, et porté atteinte aux représentants de l'État que sont les forces de l'ordre. Et on leur a donné raison. Il y a eu sur ce site un référendum, il y a eu X décisions de justice, et là, des personnes en marge de la société, alors les mouvements anarchistes ont toujours existé, c'est pas d'aujourd'hui, sauf qu'effectivement là, ils sont beaucoup plus structurés, ils ont des moyens d'action beaucoup plus forts, même si on a eu des ministres assassinés à certaines époques, mais là, avec effectivement les facilités de se regrouper, d'agir, effectivement, un État qui hésite à employer la force. Et là, moi, je vois quand même des discours complètement différents, puisque j'ai pas entendu le Parti communiste regretter les violences policières. Effectivement, j'ai entendu M. Gay dire que, chers collègues, que la police avait tardé à réagir. Et là, son voisin de droite n'a pas du tout le même discours. Donc moi, ce que je dis tout simplement, c'est que l'État ne manque pas l'exemple. Je parlais de la dissuasion. Et je pense qu'il faut absolument que l'ordre doit rester à la loi et que depuis quelques mois, ce gouvernement est faible et il récolte cela. Après que les colères liées à une politique, ça c'est autre chose. Les colères ne doivent pas, dans le cadre d'une démocratie, ne doivent pas permettre de saccager des magasins, de ruiner des vies de travail, d'agresser les forces de l'ordre, qu'elles soient police ou gendarmerie. Fabien Gay ? Oui, bon, on peut avoir un discours différent. J'entends ce que dit mon collègue de gauche. Quand je voudrais prendre des leçons de révolution, je viendrai vous voir. Ça me fait bien rire de prendre des leçons de révolution par un bobo parisien. C'est bien de se présenter en Seine-Saint-Denis, c'est mieux d'y vivre. Comme moi, et quand vous aurez mené autant de luttes sociales qu'en a mené le Parti communiste et ou la CGT, on en rediscutera. Ou comme moi, dans beaucoup d'entreprises, je me déplace beaucoup dans les entreprises. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a une colère sociale lourde qui s'exprime dans le pays.
Et il y a des organisations syndicales, elles sont nécessaires. Alors je comprends, vous êtes pour la dislocation de tout. Moi je pense qu'il faut des organisations syndicales organisées. Et aujourd'hui, ces jeunes ça fait pas dans les mais les casseurs, ça fait 30 ou 40 ans que c'est déjà utilisé pour casser le mouvement social. On en a connu d'autres. Écoutez, la loi travail, on était aussi dans la rue. Et mais ça fait 30 ans. Non. À chaque fois qu'il y a des colères qui s'expriment, on ne sait pas comment faire. Il y a des casseurs qui apparaissent. On baisse le mouvement social et on étouffe les colères. En mai 68, le Parti communiste a été le parti de l'ordre. Mais pour le coup, moi ce que je dis, c'est que ça fait maintenant 3 ans qu'à Paris ou à Nantes, parce que ça existe, ou à Nantes, ou à Rennes, des manifestations ne vont pas au bout. Et franchement, moi hier, de ne pas aller au bout de la manif du 1er mai, ça m'a fait mal. Et je dis, évidemment... C'est la faute de la police, c'est pas de la faute des... Je dis, des 2-3 crétins, et il faut savoir les isoler pour que les manifestations aillent au bout. Et après, je demande qu'on ait un véritable état des lieux de ce qui s'est passé hier. Je pense, moi, parce que j'y étais, que ça a trop tardé. Oui, je le redis. Et après, évidemment, moi aussi, j'ai été gazé, et tout le monde a été gazé. Et donc ça, c'est pas possible de finir une manifestation, surtout quand on vient pour revendiquer de finir gazé. Ça, c'est pas possible. Denis Jacob, c'est aussi le nombre de ces manifestants cagoulés, 1200, c'était pas prévu par les autorités. Est-ce que c'est pas une faillite des services de renseignement qui suivaient ces mouvances ? Alors, si vous me permettez, déjà, je voudrais réagir parce que j'entends des choses sur ce plateau qui ne sont pas acceptables, de dire que c'est la police qui empêche de faire le défilé d'une manifestation. C'est inacceptable. Si on a empêché le cortège de poursuivre son défilé, c'est pour la sécurité des manifestants avant tout. C'est pas pour vous empêcher de manifester. Quand on a 1200 individus prêts à tout péter... Et le ton face sur les gamins, c'est aussi... Il y a des questions qui se posent. Écoutez, il y a des questions qui se posent. Vous avez tout loisir de déposer plainte auprès du parquet. Hier, par exemple, la manif a été coupée en deux, alors qu'il n'y avait rien à un moment donné. Oui, non, mais il y a des questions qui se posent. Sur l'anticipation, le préfet de police avait communiqué la veille en disant... Ceux qui donnent les ordres. Moi, je représente les forces républicaines. Je représente pas le préfet de police. Denis Jacob. Je représente pas le préfet de police. Je représente mes collègues. Mais le préfet de police, c'est quand même lui qui a autorité sur l'ensemble des effectifs sur la plaque parisienne. Il avait communiqué la veille avec tout un tas de recommandations et des risques potentiels qu'il pouvait y avoir. Après, est-ce qu'il faut intervenir tout de suite ou pas tout de suite au risque d'avoir des dommages collatéraux? Ça a certainement été la question. Moi, j'y étais pas. Mais on partage, et je dis on, les autorités et les élus de certains partis politiques, quand on nous dit, voilà, c'est un problème social, on avait 300 Black Blocs il y a 1 an, 2 ans, aujourd'hui on en a 1200, mais pourquoi? Parce qu'on a aussi des positions politiques radicalisées depuis quelque temps, qui renforcent et qui légitiment ces individus. Juan Branco, sur ces mouvements, c'est des mouvements qu'on avait l'habitude de voir lors de grands sommets internationaux, de l'OMC, etc. Maintenant, on le voit sur des thématiques franco-françaises, le 1er mai, Notre-Dame-des-Landes. On voit que ça cristallise en France sur ces mouvements Black Bloc. Et ils détestent Mélenchon, donc vous vous trompez complètement en disant ça. C'est-à-dire que leur premier ennemi, c'est une sorte de gauchistes de gouvernement, c'est comme ça qu'ils les décrivent, ils détestent le Parti communiste aussi. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'ils le rendent bien. Il y a un écart entre le système et ces personnes qui sont des groupes qui commencent à se déployer, qui ont une pensée propre, c'est-à-dire qu'ils écrivent des ouvrages, le comité invisible, etc., ils les publient dans un certain nombre de... et qui sont en train d'essayer de constituer un ordre politique qui est différent de celui qui est existant. Des positions qui les soutiennent aujourd'hui. Qui? Je sais pas, moi, M. Poutou... Mais M. Poutou, c'est le seul à avoir parlé des violences. Monsieur Pelletier, justement. C'est pas qu'on défend, c'est pas notre politique, c'est clair. Nous, on est pour que, justement, ça soit les organisations syndicales qui protègent les cortèges. On pense qu'il faut qu'un des problèmes, justement, de ces manifestations, c'est que les cortèges étudiants n'ont pas eu la capacité de se défendre et de s'organiser avec des services d'ordre, etc. Mais rendez-vous compte quand même que ça fait des mois que les étudiants dans les universités sont attaqués par les forces de police. Ce matin, hier, avant-hier. Mais attendez, il y a des interventions policières pour débloquer, pour sortir. Est-ce que vous êtes pour la loi de la République ou contre la loi de la République? Non, mais c'est le gouvernement pour sortir les étudiants qui manifestent. Ça fait des mois. Écoutez-vous, messieurs, c'est bientôt la fin. Ça fait des semaines et des semaines que les étudiants s'en prennent plein la tête. Donc c'est aussi ça qui fait que c'est sur ordre du gouvernement pour eux de s'organiser. Et clairement, c'est sur ordre du gouvernement. C'est-à-dire que, en gros, le gouvernement a peur d'une chose, c'est le mouvement de la jeunesse. Et quel est le produit de manifestations comme ça? C'est que les jeunes ont peur d'aller en manifestation.
manifestation. Merci messieurs, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans 30 minutes, vous retrouvez Delphine Girard pour l'émission On va plus loin. Excellente suite des programmes sur Public Sénat.